Myriam Beaugendre, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Psychologie Nouvelle Génération. Je suis ravie de vous accueillir. Myriam, vous êtes psychologue clinicienne. Vous avez sorti un livre en 2007, Prendre soin de l'âme, sorti aux éditions du Seuil. Vous avez travaillé en tant que psychologue en hôpital avec des mères et la relation à leur bébé. Et vous allez nous faire voyager ce soir puisque vous avez été propulsé en Amazonie, au Pérou plus précisément, sur la voie du chamanisme. Comment ça s'est passé, cette transition ? C'est une transition qui s'est passée un peu en parallèle parce que j'ai commencé à m'initier il y a une vingtaine d'années au chamanisme. Et puis il y a 10 ans, à peu près un peu plus de 10 ans, j'ai eu des problèmes de santé, des problèmes cardiaques. Pour lesquels je n'avais pas de solution ici, à part prendre des traitements lourds qui avaient des effets secondaires et puis que je ne souhaitais pas prendre. Et donc je suis partie en Amazonie pour aller découvrir la médecine des chamans d'Amazonie, qui est une médecine qui me faisait peur. J'étais très impressionnée par ces rituels qui peuvent sembler un peu étranges quand on les regarde de l'extérieur. Et ça s'est fait en parallèle de tout mon travail de psychologue. Donc j'avais une espèce de double vie un peu clivée à l'époque, où effectivement je travaillais en institution, je travaillais en cabinet, et puis à côté de ça, j'avais mes expériences personnelles et tout ce processus personnel avec ces médecines traditionnelles qui m'apportaient des choses que je ne trouvais pas dans la psychologie ou dans la médecine qu'on a ici en Occident. Donc on va revenir sur cette médecine ancestrale. J'aimerais revenir dans ce que vous décrivez très très bien dans votre livre. C'est la question du cadre, parce que vous êtes psychologue, vous avez travaillé en cabinet privé en tant que psychologue. On sait que le cadre est important pour pouvoir recevoir nos patients au niveau du cadre thérapeutique, de la durée des séances, de la manière dont on va aborder psychiquement le patient. Vous dites très bien que aussi en Amazonie, vous avez réussi à amener ce cadre thérapeutique au travers de la diète. Qu'est-ce qu'une diète ? On va dire, si on parle de cette question du cadre, il y a une superposition pour moi du cadre que j'ai en tant que psychothérapeute et que j'ai appris ici, puis il y a le cadre effectivement de la diète amazonienne. C'est comme si c'était deux cadres qui se sont rencontrés. Alors le cadre de la diète en Amazonie, traditionnellement, en fait, pour se soigner, on travaille avec les chamans qui sont les médecins en fait, de la forêt, travaillaient avec des plantes et ils pouvaient demander à leurs patients de passer un temps en isolement où on pouvait leur donner un traitement avec les plantes et puis aussi faire certaines cérémonies. Mais c'est vrai que ce cadre de la diète, c'est aussi un cadre que suivent les chamans eux-mêmes. C'est-à-dire que pour apprendre la connaissance des plantes, elle ne se fait pas c'est pas dans une école qu'on peut apprendre comment se servir de ces plantes sacrées, mais c'est vraiment en les expérimentant soi-même, parce qu'on n'est pas dans un cadre d'apprentissage théorique, on est vraiment dans un cadre d'expérimentation et où la personne est invitée à développer une relation personnelle aux plantes, aux arbres, à la nature. Voilà. Donc le cadre de la diète, très concrètement, en quoi ça consiste ? Ça veut dire être isolé dans la nature, donc être dans une petite maison en bois. Ça veut dire manger de manière un peu particulière, donc sans sel, sans sucre, sans viande, s'abstenir de relations sexuelles et de relations sociales. Et puis après, le chaman qui administre cette diète va donner aussi des plantes à boire, des décoctions de plantes, des décoctions d'arbres. Et puis il peut y avoir aussi à un certain moment ce qu'on appelle une cérémonie d'ayahuasca, où là on va utiliser des plantes particulières qui mettent la personne dans un état de conscience modifié et qui provoquent une purge. Donc l'ayahuasca, c'est une des plantes médicinales, parce qu'on dit la médicina, que vous utilisez notamment au Pérou, mais pas que. Je crois qu'on peut diéter d'autres plantes, d'autres arbres. Quelles sont les autres diètes que vous avez développées ? Alors, en fait, on ne diète pas l'ayahuasca. Il y a des cérémonies d'ayahuasca
Et par contre, on peut diéter des arbres. Donc il y a plein d'arbres qu'on appelle des maestros, en fait, des arbres maîtres qu'on va diéter et qui vont travailler sur soit une dimension physique, soit psychologique. Alors vous avez parlé de l'ayahuasca. Il est important quand même de dire que l'ayahuasca, au niveau de la législation française, est interdite. Hein, c'est pour ça que vous allez la pratiquer au Pérou, je crois à cause de la DMT, hein, la diméthyltryptamine, qui est classifiée comme une drogue. Voilà, je crois que c'est important de rappeler ça. Comment vous travaillez avec l'ayahuasca, Myriam? Alors, l'ayahuasca, c'est vrai que souvent il y a une espèce de fascination autour de l'ayahuasca et que les Occidentaux pourraient avoir tendance à retenir du chamanisme amazonien que cette plante-là, parce qu'effectivement c'est une plante qui crée une transe très profonde, mais pour moi elle s'inscrit vraiment dans le cadre d'une diète, hein, et voilà, c'est parce que j'ai été moi-même soignée par cette médecine et puis que j'ai vraiment senti à quel point, en tout cas à cette époque-là, elle me permettait de travailler des choses que je n'arrivais pas à travailler aussi sur un plan clinique en tant que psychothérapeute. C'est-à-dire que toutes les angoisses existentielles qu'on peut ressentir, très souvent, moi en tout cas dans ma pratique à ce moment-là, les gens me reportaient. Voilà, j'ai eu une crise d'angoisse ou je suis très angoissée à l'idée de m'endormir. Et donc je pouvais travailler avec la personne sur les causes. Mais en fait, ce que permet l'ayahuasca, c'est qu'elle va permettre de retoucher, comme elle crée un état de conscience modifié, elle va permettre de retoucher l'état de conscience difficile pour la personne. Donc si par exemple quelqu'un a des troubles d'endormissement, et qu'à ce moment-là, en fait, quand elle s'endort, tout d'un coup, il y a une espèce d'agitation qui vient en elle et qui est liée à des choses plus profondes, plus archaïques. En fait, pendant la cérémonie d'ayahuasca, la personne va revivre cet état d'agitation qu'elle vit habituellement au moment de l'endormissement, mais d'une manière comme intensifiée, multipliée par 10, et qui va lui permettre de prendre conscience en fait de ce qui se passe. Et puis l'ayahuasca, elle va permettre aussi de faire des liens et de redescendre en fait, soit dans l'histoire de la personne, donc la personne va peut-être revivre ce qu'elle a vécu, je ne sais pas moi, dans des terreurs nocturnes alors qu'elle était nourrisson. Et donc voilà, la médecine va lui faire expérimenter cet état d'être. Et comme on est dans une cérémonie où la personne est en train d'expérimenter cet état, il peut y avoir tout un tas de soins. Hein. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y a l'ayahuasca, mais il y a aussi tout l'accompagnement qu'il y a autour. Ce n'est pas juste la plante. Bien sûr que cette plante et cette médecine est merveilleuse, mais il y a aussi tout l'accompagnement, la préparation, la confiance dans laquelle les gens peuvent être au moment des cérémonies et tous les soins qui peuvent être donnés, qui passent par des chants, qui passent par des soins avec du parfum, du soin avec du tabac. Parfois, il peut y avoir un toucher physique, voilà, avec beaucoup de conscience. Donc, le fait que la personne puisse revivre ces états douloureux d'angoisse en ma présence, du coup, je peux accompagner ce processus et donner des soins. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas possible pour moi quand j'étais psychologue et que les gens me rapportaient des états ou des situations qui vivaient à l'extérieur et qui me ramenaient en séance. Oui, donc il faut quand même rappeler que c'est une thérapie, c'est une médecine qui est vomitive, hein, c'est-à-dire qu'elle purge, elle fait vomir, et vous accompagnez ce processus de purge avec votre accompagnement de chaman. Alors, c'est vrai que cette dimension purgative, c'est une dimension qui souvent fait peur, hein, parce que tout le monde, quand on entend la première fois parler de ce type de médecine, moi la première, on se dit oh là là, mais moi j'aime pas vomir, ça me fait peur, j'aime pas ça. Et puis c'est des cérémonies qui sont collectives en plus, donc. Combien de participants environ? Une quinzaine. Mais en tout cas, quand on commence à rentrer dans l'intelligence de cette médecine, on se rend compte à quel point la dimension purgative, elle est un cadeau
Je dis toujours, en fait, nous, notre médecine occidentale, elle nous propose des petits médicaments enrobés dans du sucre, on les avale, on sent rien. Les médecines traditionnelles, le traitement est douloureux. C'est-à-dire que la décoction qu'on va donner va être amère, va être vomitive, va être difficile à avaler. Mais par contre, il n'y a pas d'effet secondaire sur le corps. Quand on prend l'ayahuasca, le lendemain, on a une forme olympique, on sent qu'il n'y a aucun effet secondaire à prendre ces plantes pour notre corps, ce qui n'est pas toujours le cas quand on prend des médicaments allopathiques. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'un contre l'autre, c'est juste, je trouve que c'est intéressant de voir aussi les spécificités. Donc, l'ayahuasca est vomitive et c'est vrai que ça arrive dans le processus, en fait. Tout d'un coup, je ne sais pas, on va reprendre cet exemple de l'endormissement. La personne vit dans le début de la cérémonie beaucoup d'agitation et puis tout d'un coup, paf, va prendre conscience, tout d'un coup il va avoir une image et il va faire des prises de conscience, tout d'un coup il voit sa mère absente, il se voit hurlant lui tout seul dans sa chambre de bébé et tac, à ce moment-là le vomissement se déclenche et il y a une purge qui se fait qui va à la fois nettoyer les souvenirs traumatiques mais aussi au niveau cellulaire en fait, toutes les mémoires, toute la charge émotionnelle. On sait bien que les traumatismes, ils sont dans notre psyché, mais ils sont aussi dans notre corps. Et c'est ça qui est intéressant avec cette purge physique, c'est qu'elle vient nettoyer des choses qui vont bien au-delà de notre psyché, mais qui sont aussi vraiment dans notre corps, dans des choses négatives qu'on accumule et qui sont des poisons dans notre corps. Donc ça reste compliqué de devenir addict, ou en tout cas de déployer une addiction à l'ayahuasca. C'est sûr. En fait, et je trouve ça très beau aussi que la nature est mise comme une forme de protection aussi, que cette médecine, elle peut, parce que évidemment, là on est en train de parler des traumatismes, mais elle permet aussi de faire des prises de conscience magnifiques, de vivre des ouvertures du cœur, de vivre des expériences mystiques dans la nature. Donc voilà, si elle était juste ça, je pense qu'on serait tous en train de prendre de l'ayahuasca toute la journée. Comme elle est vraiment une médecine et tout un processus, l'addiction, elle n'est pas possible. Alors justement, Myriam, je voudrais revenir sur ce que vous décrivez dans votre livre, parce que vous parlez de trépied. Vous faites des ponts entre le métier de psychothérapeute et le monde du chamanisme. Vous essayez de créer ces ponts pour nous dire qu'il existe des passerelles entre ces deux mondes. Et justement, vous le faites avec ce trépied, où vous dites, le premier trépied, c'est la relation, c'est le lien. On en revient peut-être à vos débuts avec les femmes et les bébés que vous avez accompagnés en hôpital. Toute cette thérapie, je vais nommer Winnicott, dont vous avez été très très inspiré, qui était un pédiatre psychanalyste britannique du début XXe siècle. Ça reste important pour vous, cette question du lien, et comment vous le travaillez durant les cérémonies? C'est justement lorsque vous amenez ces soins? Alors, pour moi, c'est la première pierre à l'édifice. C'est-à-dire que c'est pour ça que, par exemple, moi, je ne donne pas d'ayahuasca comme ça dans une cérémonie. C'est vraiment, je travaille dans un processus de transformation, dans un processus de soin avec les gens. Et le premier travail, c'est de créer le lien de confiance. Très souvent, en fait, on a été blessé dans nos liens de confiance, parce qu'on a eu des parents qui n'ont pas toujours été adéquats, parce qu'il y a eu des traumatismes, parce que il y a eu des environnements difficiles. Et du coup, ça a créé de la méfiance à l'intérieur de nous. Et pour moi, c'est la première chose qui a soigné dans le lien, c'est de restaurer cette confiance. Parce que s'il n'y a pas cette confiance, on ne peut pas travailler, et que de restaurer cette confiance, souvent, c'est déjà 50% du travail. Ça, c'est juste dans le lien thérapeutique. Après, quand les gens viennent au Jardin de Lola, donc ce centre qu'on a en Amazonie, pour qu'ils puissent accepter de prendre ces plantes qui font vomir, qui mettent dans un état de conscience modifié, qui peut faire vivre des transes intenses, il faut qu'il y ait beaucoup de confiance. Parce qu'on peut très bien aller en Amazonie ou ailleurs sur la planète et prendre de l'ayahuasca et qu'il ne se passe rien, ou alors qu'on passe la cérémonie avec les deux pieds sur le frein et qu'on passe la cérémonie à essayer de vomir quelque chose et qu'on soit en conflit en fait avec la plante, avec la médecine, avec les personnes qui accompagnent. Donc
de créer ce lien de confiance, c'est la première chose pour que quelque chose soit possible pour la personne dans la rencontre avec cette médecine et dans ce voyage intérieur qu'elle pourra faire avec cette médecine. Donc c'est pour ça que nous, on accompagne vraiment les gens dans ce processus et que ça commence aussi par une rencontre avec moi, avec les personnes qui travaillent avec moi aujourd'hui et qu'on commence d'abord par tisser ces liens. Donc c'est important ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que vous ne vous inscrivez pas sur cette consommation de faire venir un trip ayahuasca et puis de faire d'autres thérapies par la suite sans vraiment aller dans cette profondeur sur laquelle vous accompagnez le patient. Et j'imagine que c'est votre qualité de thérapeute et de psychologue qui veut que vous travaillez sur ce lien. Oui, puis d'autant que on peut faire des prises de conscience, si on fait une cérémonie d'ayahuasca comme ça, on peut faire des prises de conscience et qu'elles restent à un niveau superficiel de l'être et que finalement, voilà, elles s'effacent. Moi, je crois vraiment que c'est l'inscription dans la durée dans un processus qui permet des transformations profondes. Voilà, aujourd'hui, il y a plein de chemins possibles. On vit dans une époque merveilleuse où tout nous est accessible. Toutes les façons de soigner qu'on a mis au jour sur la Terre depuis des millénaires, elles sont accessibles aujourd'hui. À Paris, on peut faire tout. Mais moi, je pense que le seul chemin qui soit vraiment un chemin qui nous soigne, c'est de s'inscrire dans la durée avec une façon de travailler, avec des personnes en qui on a confiance et qui vont permettre d'aller en profondeur, dénouer des liens. Parce qu'il faut beaucoup de confiance pour oser descendre dans des endroits traumatiques de notre être, pour oser aller dénouer les endroits où on a peur, où on s'est crispé, où on s'est tendu. Parce que, voilà, pour survivre tout simplement aux événements difficiles qui ont jalonné notre vie. Et du coup, pour oser se tenir à ces endroits-là, et puis accepter de lâcher ses défenses, ça demande de la confiance. Et ça, c'est possible que dans le temps. Ce qui signifie que vous arrivez à traiter, en tout cas, aller dans ces couches archaïques profondes de l'être. Oui. Oui. Et pour parler de mon histoire personnelle, c'est vrai que moi, j'ai eu une arrivée au monde qui a été très difficile. Et j'avais dans ma psychanalyse longtemps parlé de tout ça, j'avais touché à toutes ces dimensions-là, j'avais travaillé de plein de façons. Mais en Amazonie, au moment où j'ai soigné mon cœur, après coup, parce que sur le moment j'en avais pas conscience, mais je sais que j'ai vraiment retraversé ces moments d'angoisse archaïque massive, dont parle très bien Winnicott, et que c'est ça qui a soigné mon cœur, en fait, c'est de pouvoir retraverser ces éprouvés. Mais au moment où je les retraversais, je ne savais pas du tout que j'étais en train de revivre des éprouvés de ma vie de nourrisson. J'étais juste en train de vivre un truc qui était compliqué. Et c'est là où l'ayahuasca, en fait, elle nous force à débrancher notre mental. Donc on revient à un mode de perception sensorielle et donc on descend à un autre endroit de notre être. Et je crois que c'est cet endroit-là où la psychothérapie verbale, en tout cas, ne permet pas d'aller. Et qu'il faut trouver d'autres biais. L'ayahuasca en est un, il y en a d'autres, pour aller à ces endroits-là qui sont des endroits d'éprouvés. Et tout d'un coup, quelqu'un est allongé sur son matelas et en fait, c'est plus l'adulte que j'avais vu 2 heures plus tôt, mais c'est un nourrisson qui est là et qui peut revivre ce que Winnicott appelait les agonies primitives. Et donc là, il faut surtout être là pour le soigner, l'accompagner, le bercer, chanter, pour qu'il y ait une nouvelle expérience qui se vive et que ça permette une transformation en profondeur. Parce que, effectivement, et c'est là où quand ces médecines parfois sont mal utilisées, parce que des gens veulent les utiliser tout seuls ou avec des gens qui n'ont pas été suffisamment formés, et du coup on se retrouve à revivre ces états émotionnels ou physiques difficiles, et on a l'impression d'avoir fait un mauvais trip et que ces médecines sont horribles et que c'est n'importe quoi et que c'est des drogues et que c'est... Alors qu'au contraire, elles permettent de retourner à ces endroits-là pour qu'on puisse être soigné et qu'on puisse venir mettre une expérience positive là où il y avait eu un traumatisme.
Alors, c'est ce qui va nous permettre de parler de ce deuxième point important, la question du traumatisme. Et là, vous citez Ferenczi, disciple de Freud, qui lui a développé toute l'approche, qui a commencé à aborder l'approche traumatique, car vous traitez le trauma. Et justement, j'avais une question concernant le trauma. Est-ce que l'ayahuasca, il n'y a pas le risque que l'ayahuasca vienne reconfronter le patient, lui faire revivre le trauma, là où on sait aujourd'hui justement, on a besoin de grande stabilisation pour retraiter le traumatisme. Parce que ce que vous dites, c'est que la médecine va faire revivre le trauma. Alors, moi, c'est là où j'ai une confiance absolue dans la médecine. C'est que, comme je disais tout à l'heure, on peut très bien aller en Amazonie qu'il ne se passe rien. Et moi, j'ai accompagné des personnes qui avaient été très gravement traumatisées, qui ne le savaient pas, parce qu'elles avaient complètement oublié et qui venaient voilà, parce qu'elles avaient des TOC ou parce que voilà, c'était des troubles alimentaires. Voilà, la question d'entrée et de départ n'était pas celle-là. Et où il a fallu beaucoup de temps pour qu'on puisse accéder aux zones traumatiques. C'est-à-dire que je crois que l'ayahuasca, et c'est en cela pour moi qu'elle est une médecine, elle ne va pas aller contre la psyché. Elle va aller jusqu'à l'endroit où on est en capacité en fait de voir. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que ce soit accompagné. C'est-à-dire que je pense que le problème, c'est justement quand il n'y a pas d'accompagnement. Je ne sais pas, je pense à des jeunes femmes qui ont pu retoucher un traumatisme sexuel et qui étaient toutes seules dans la jungle avec un chaman qui ne parlait pas leur langue. Quand on va retoucher des zones traumatiques très profondes, il faut qu'on soit accompagné. On ne peut pas être tout seul au bout du monde, dans un endroit où on ne se sent pas en sécurité. Mais je crois que la médecine, elle défait petit à petit. Parce que c'est vrai que très souvent, les gens qui viennent travailler avec moi, c'est des gens qui, vraiment pour la plupart, ont déjà fait beaucoup de psychothérapie, de travail sur eux, divers et variés. Et qu'ils se rendent compte qu'ils bloquent. Voilà, il y a beaucoup de thérapeutes aussi qui viennent pour aller approfondir voilà, un endroit où ils sentent que voilà, ça bloque pour eux dans le processus. Et c'est vrai que l'ayahuasca, elle permet à la fois des ouvertures de conscience importantes et en même temps, je crois qu'elle respecte aussi ce que la personne est en capacité de voir et de comprendre. Donc moi, je suis toujours très confiante sur le fait que si quelqu'un descend à ces endroits-là, c'est qu'il est en capacité. La médecine décide que quelque part, il va pouvoir être capable d'y aller et de le traiter. C'est ça. Parce que c'est Jérémy Narby qui a écrit un très beau livre là-dessus, mais c'est vraiment une médecine qui vient se brancher sur notre ADN. C'est quand même mystérieux de se dire que tout le monde boit la même décoction et que chacun va vivre une expérience complètement différente dans la même nuit. Il y a des gens qui vont vivre une extase, d'autres gens qui vont traverser l'enfer, et puis une autre personne qui va pas vivre grand-chose, et une autre personne qui va passer la soirée à vomir. Enfin, voilà, les expériences sont toujours diverses et variées, parce que ce dont on a besoin à un moment donné pour évoluer, c'est pas la même chose. Et que moi, je suis assez d'accord, je ne suis pas sûre qu'on ait besoin d'aller visiter tous ces traumatismes pour aller bien et pour se soigner. Et on n'a pas forcément, dans un traumatisme, besoin de voir la totalité de ce qui a été traumatique. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est assez paradoxal. Moi, j'ai eu des personnes qui sont arrivées dans la jungle en me disant « Oh là là, mais moi, j'ai une histoire hyper lourde, ça va être l'horreur, je vais déguster », et qui tremblaient avant chaque cérémonie. Et qui ont vécu une diète où ils ont vécu que des expériences extrêmement positives, où ils ont vu des belles choses sur eux-mêmes, où ils se sont sentis forts, où ils ont senti que cette médecine, elle leur donnait plein de force, parce que ces gens-là, en fait, ils avaient tellement de fragilité en eux à cause de tout ce qu'ils avaient vécu, qu'au contraire, la médecine, elle disait « Mais attends, toi, il faut que je te renforce avant qu'on puisse peut-être un jour aller regarder les zones de fragilité, les zones traumatiques ». Donc voilà, après, c'est vrai que c'est une médecine, comme je le disais tout à l'heure, qui a besoin d'être accompagnée, qui a besoin d'être dosée, et que si on se retrouve dans un endroit où on va prendre de l'ayahuasca tous les soirs dans un groupe très nombreux,
Il n'y aura pas ce discernement sur est-ce que c'est juste pour toi, et puis il y aura pas ce temps surtout d'intégration, c'est-à-dire qu'entre les cérémonies, c'est pour ça que je dis que ça doit se faire dans un cadre de diète, c'est qu'il y a tout ce temps d'intégration de ok, là je viens de faire des prises de conscience importantes, de les laisser descendre dans le corps, de prendre le temps d'intégrer tout ça avant de refaire une plongée. C'est pourquoi après chaque cérémonie, vous faites, je crois, des régulations avec les groupes pour que chacun puisse raconter et élaborer autour de son expérience. C'est ça. Il y a un travail collectif le lendemain de chaque cérémonie où les gens peuvent raconter ce qu'ils ont vécu. Et puis après, il y a tout un travail d'entretien individuel qui est très proche de la psychothérapie telle qu'on la pratique en cabinet, où il y a un accompagnement pour que ces prises de conscience elles puissent commencer à se tisser en lien avec son histoire. Quand je racontais cette expérience personnelle que j'ai vécue, quand j'ai revécu mes traumatismes de nourrisson, sur le coup et le lendemain, je ne savais pas très bien ce que j'avais vécu. Ça demande du temps pour refaire les liens. Et je pense que surtout nous, les Occidentaux, on a besoin de passer aussi par cet espace de représentation, de pensée. Les Shipibo, qui sont une ethnie d'Indiens qui vivent au Pérou, les lendemains de cérémonie, les femmes se retrouvaient et brodaient ensemble leur cérémonie. Elles brodaient les chants qu'elles avaient entendus, les vibrations de la nature. Bon, voilà, les Shipibo, ils intégraient comme ça. Nous, on a besoin de parler parce que c'est aussi notre culture, parce qu'on a besoin de cette parole. Et puis, le cercle est tellement précieux, c'est-à-dire que voilà, c'est une diète en Amazonie, c'est un travail qui est très éprouvant, physiquement, psychiquement. Et le cercle est très 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 important parce que il y a une cérémonie ou un moment où une personne va aller très bien et va pouvoir être dans le don et dans la présence pour les autres. Et puis d'autres moments où voilà, elle va être plus fragile. Et comme de toute façon, c'est un processus où tout le monde passe par ces points de vulnérabilité, voilà, c'est vivre cette expérience qu'un collectif porte chaque individu. C'est-à-dire que chacun vit son propre processus, mais il y a une connexion à l'intérieur du groupe dans le soutien que tout le monde s'apporte dans la traversée. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment une aventure, voilà, une aventure partagée. Et le troisième point, là, on va plutôt faire référence à Jung, qui est sur l'ouverture du soi et ce que vous dites du sacré. Comment se fait cette connexion au sacré pour vous Un des bénéfices que me rapportent les gens après le travail en Amazonie, c'est d'avoir un lien très nouveau avec la nature. Ce qui est intéressant dans la diète, j'ai dit tout à l'heure, on mange sans sel, je ne sais plus si je l'ai précisé, en tout cas on mange sans sel et sans sucre. Et en fait, le sel, sur un plan physiologique, ça permet de retenir la transpiration. Donc ça permet de resserrer les pores. Et sur un plan énergétique, en fait, le sel, ça fait comme une espèce de protection. Ça nous protège et c'est important que voilà, dans la vie quotidienne, on soit protégé. Et pendant la diète, en fait, cette protection, elle disparaît puisqu'on ne mange plus de sel, on ne mange plus de viande, plus de sucre, plus d'excitants. Enfin, on n'a plus à la fois ces protections et ces excitations qu'on a dans la vie quotidienne. Et tout d'un coup, en fait, on développe comme une espèce de porosité qui nous ouvre à la nature. Donc déjà, vraiment, au quotidien, les gens peuvent vivre une expérience voilà, de s'émerveiller devant des fourmis ou d'observer. En plus, en Amazonie, il y a tout un tas d'insectes complètement incroyables qu'on appelle les phasmes, voilà, qui ont des formes de feuilles, qui ont des formes de bâtons. Et les gens, en fait, dans ce processus de la diète, où voilà, on se retrouve beaucoup plus inactifs que d'habitude, vont se poser et vont pouvoir observer la nature et s'ouvrir à elle et avoir des sensations nouvelles qu'on n'a pas même si on va se promener en forêt, voilà, on est stressé de ce qu'on a fait avant, puis voilà, on sait qu'on a 1 heure, alors que là, on vit dans la forêt, les tambours sont ouverts, c'est vraiment une expérience d'immersion dans cette forêt qui est magnifique, en plus cette forêt d'Amazonie. Donc déjà, ça crée une première expérience nouvelle avec la nature. Après, cette plante sacrée dont on a parlé déjà tout à l'heure, elle permet de vivre des ouvertures de conscience et je pense de ressentir vraiment
qu'il y a un vivant qui est plus grand que nous, qui nous traverse. Après, chacun peut, en fonction de son éducation, en fonction de ses croyances ou en fonction de l'expérience spirituelle qu'il peut vivre à ce moment-là, voilà, il y en a certains qui vont rencontrer Bouddha, d'autres qui vont rencontrer le Christ et les autres qui vont se sentir en communion avec les arbres. Peu importe, pour moi, tout ça, c'est des formes, mais c'est de vivre cette expérience qu'on est traversé par quelque chose qui est plus grand que nous et qu'on appartient à quelque chose qui est plus grand que nous. Et ça, parce que souvent, surtout nous, dans notre monde occidental, on a beaucoup d'a priori sur toute la dimension spirituelle. Voilà. On la casse tout de suite dans des religions, mais cette expérience dans la nature avec les plantes sacrées, elle nous permet juste de s'ouvrir à un mystère plus grand que nous. Et chacune des personnes qui le vit va mettre des mots, va lui donner une forme. Hein. Et puis moi, ni je pense les personnes qui travaillent dans ce sens-là, on n'est pas là pour donner un sens ou une direction à ces expériences mystiques. Ça, je pense que ce qui est magnifique, c'est de vivre sa propre expérience. Et après, ce qui est très beau, c'est qu'on se rend compte en partageant nos expériences que il y a des choses communes et qu'on a pu expérimenter, ressentir ce vivant. Et là où, pour moi, il y a une dimension thérapeutique, c'est que quand on a expérimenté qu'il y a un vivant plus grand que nous qui nous traverse et qu'on fait partie du cosmos, qu'on l'a vraiment senti dans son corps, dans ses cellules, tous les sentiments de solitude, ils ont moins de force, ils ont moins de poids sur nous. Il y a beaucoup de gens, surtout dans notre monde occidental, il y a beaucoup de gens qui souffrent de la solitude. Et la solitude, on sait bien que ce n'est pas d'être seul et de ne pas être entouré. Non, il y a des gens qui sont très bien entourés, mais qui, au fond d'eux, ont de manière lancinante un sentiment de solitude terrible. Et c'est très douloureux. Mais de vivre ces expériences de communion avec la nature, ça vient vraiment nourrir cet endroit-là. Et donc, c'est là où, pour moi, la dimension spirituelle vient aussi soigner l'être humain. On a beaucoup parlé de comment ça se passe pour les participants, mais je me pose la question, comment ça se passe pour vous, Myriam? Lorsque vous êtes dans une cérémonie, vous avez 12, 13, 14 participants qui vivent leur propre processus et qui ont besoin de ce soin de guérison, comment vous intervenez et qu'est-ce qui vous fait intervenir? Vous prenez, vous aussi, de la médecine? Oui, alors je prends de la médecine pendant la cérémonie quand je guide la cérémonie. Oui. Alors pas des doses de travail comme je prendrais si je faisais une cérémonie pour moi, mais en fait ce que ça me permet à moi de prendre la médecine, c'est que ça me rend encore plus fine dans mes perceptions et encore plus réceptive. C'est un chaman amérindien qui parlait du chaman comme d'un os creux, en fait. Et c'est vrai que de prendre la médecine, ça permet d'être complètement au service, en fait, à la fois dans ce qu'on peut percevoir de ce qui se passe pour les autres et des inspirations qu'on reçoit pour soigner les gens. Donc c'est vrai que c'est très mystérieux parce que ça se passe dans le noir et que très souvent les gens disent « Ah ben c'est incroyable, tu m'as appelé juste au moment où j'avais besoin » ou « T'es venu juste au moment où j'avais besoin ». Voilà, et ça c'est là où en fait pour nous aussi thérapeutes occidentaux, travailler avec cette médecine, c'est travailler avec quelque chose qui est plus grand que nous. Et c'est vrai qu'on a souvent dans la psychologie, enfin en tout cas moi c'était comme ça à la fac, on a beaucoup d'a priori sur la dimension spirituelle aussi du travail, comme si d'intégrer cette dimension spirituelle, si on l'intègre, on est plus crédible, on fait du charlatanisme parce que c'est pas rationnel ou parce que... Et en fait, c'est une autre forme d'intelligence. Et je pense que pour moi, cette médecine, elle nous fait rentrer dans une autre forme d'intelligence du vivant et aussi de notre intelligence à nous. Qui est plus intuitive. D'après vous, cette médecine est là pour nous, occidentaux, pour nous mettre en contact avec toutes ces dimensions, parce que finalement, il y a la dimension du lien, il y a la dimension du traumatisme, la dimension plus spirituelle. Elle nous met en contact avec toutes ces dimensions. Est-ce que c'est ce qu'elle a à nous apprendre, cette médecine? Oui, moi je crois, et d'ailleurs je suis très
évidemment, j'accepte totalement la législation française et puis la législation des pays qui ont décidé de traiter ces médecines ancestrales comme des drogues. Mais c'est vrai que ce qui me rend très triste, c'est que je pense que ces plantes, en fait, elles sont dans la nature pour faire évoluer la conscience des êtres humains et pour nous soigner. Et que, voilà, on s'empêche vraiment enfin, on se coupe d'un outil qui est extrêmement précieux et qui, effectivement, peut permettre à l'être humain pas seulement de soigner ses traumatismes, mais aussi de trouver sa place. Hein. Il y a aussi tout un travail qui se fait au cours de ces cérémonies et de ces diètes qui sont de nous connecter plus profondément à notre âme et à notre essence, en fait, et du coup au sens, c'est-à-dire moi, pourquoi je suis sur cette terre, quoi, qu'est-ce que je porte de précieux et que je peux donner pour faire le bien, hein, parce que souvent on croit, et puis c'est des a priori que moi que j'avais aussi, on croit que ces médecines qui donnent des visions nous coupent de la réalité et nous mettent dans un espèce voilà, que du coup on va planer et qu'on ne va plus être dans la réalité. Mais moi je sais que ce chemin, il m'a au contraire amené à ma responsabilité. Qu'est-ce que je fais moi sur la terre pour transformer les choses? Et pour moi, les personnes qui viennent faire ce travail avec nous, on les invite, cette médecine va les inviter à trouver aussi leur chemin. Qu'est-ce qu'ils ont à apporter? Il y a plein de gens qui sont frustrés, qui ne sont pas heureux dans leur travail, qui ne savent pas très bien ce pourquoi ils sont faits. Et je pense que cette exploration de notre conscience nous permet aussi de trouver les clés pour trouver notre place. Bien, Beaugendre, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. C'était un plaisir de discuter avec vous autour de cette médecine. Je vous dis gracias. Je crois que c'est comme ça que vous finissez ça. vos cérémonies. C'est ça. Merci à vous.